Nous allons donc démarrer cette nouvelle émission avec, évidemment, comme sujet, un sujet difficile, les origines de l'homme. On va en fait parler des origines de l'homme. Alors, je vous avertis d'avance, on va foutre le bordel sur le net. Parce que je vais être obligé de vous présenter ce bouquin-là, qui est le tome 2 de Civilisation antédiluvienne, qui est une véritable bombe atomique quant à savoir à propos des origines de l'homme. Alors ça va être très complexe parce que vous savez que les origines de l'homme, tout ça, ça tient déjà sur la fameuse théorie darwinienne, d'où le pourquoi le sujet de cette émission, c'était est-ce que la théorie de Darwin peut s'appliquer à l'homme, et là-dessus il y a beaucoup à dire. Et en plus, la problématique, c'est que je vais vous parler des origines de l'homme en général, puis je vais vous parler du fait qu'il y a un sérieux problème entre la lignée, le Néandertal, et celle d'Homo sapiens, qui fait que plus on regarde, plus on va dans le détail sur les lignées de ces deux personnages, qui sont, selon la théorie de Darwin, dans une progression linéaire, c'est-à-dire, en fait, nous avons Néandertal, puis Sapiens, même s'il est arrivé pratiquement en même temps, mais enfin, dans la succession logique, la sélection des espèces naturelles, Sapiens. Or, en fait, si on regarde vraiment de très près tout ça, ben, ça ne tient pas la route. Mais surtout, le pire, c'est que dans le troisième volet de cette émission, je vais commencer à débouler avec une troisième voie, qui rejoint d'ailleurs en partie seulement les propos des Sumériens et à travers eux d'Anton Parks dans ses chroniques du Curcu. Vous allez vous apercevoir que bien que Anton est un romancier, je le précise pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas un scientifique, c'est un romancier. Ce qu'il a comme mérite par contre, c'est qu'il a fait un travail considérable sur le sumérien, au point, je pense, de l'avoir littéralement appris, et il faut reconnaître que son travail de ce côté-là, son travail de reconstitution, de restitution des tablettes de Sumer est absolument remarquable. Parce que, effectivement, je ne pense pas, enfin, j'ai soumis quelques éléments d'Anton à des linguistes spécialistes du sumérien qui m'ont dit il a fait quand même un excellent boulot pour un romancier. C'est pas mal. Et il faut quand même lui accorder ça. En plus, qu'à travers ses romans, il a réussi à susciter l'intérêt de nombre d'entre vous sur les origines de l'homme, sur les diverses possibilités et sur cette civilisation qu'on a cru longtemps comme celle qui était à l'origine de toutes les autres et qu'on s'aperçoit maintenant qu'en fait elle est bien tardive par rapport à d'autres qui ont existé avant elle. Alors je vais vous expliquer, et je vais souvent rentrer dans les détails, c'est-à-dire je vais être obligé de vous lire des passages parce que le problème c'est que d'abord je ne suis pas un ordinateur quantique, donc je ne peux pas retenir l'intégralité des données de chacun de mes bouquins. Ça a déjà été un travail considérable pour les assembler et pour pouvoir vous faire une présentation qui tienne la route. Mais de là à pouvoir tout vous répéter sans regarder le bouquin, ça va être de l'ordre de l'exploit impossible. Hein. Et puis, 62 ans, j'ai plus les capacités que j'avais à 20. Hein. Il est vrai qu'à 20, j'étais capable de retenir un bouquin entier pratiquement, et même de vous retrouver à la page 81, le premier paragraphe, et de vous le lire. Mais ça, c'était avant, comme on dit. Hein. Alors, la première des choses à savoir, la première des réflexions à savoir, comme on en parle, c'est évidemment le premier choc qu'on a à partir de moins 40 000 ans, quand, en Europe, parce qu'on va d'abord se situer là où nous nous trouvons, évidemment, en Europe se trouve Néandertal. Néandertal est là depuis au minimum 40 000 ans. En tout cas, c'est au moins depuis 40 000 ans qu'on a trouvé des indices probants de sa présence. Quand arrive Homo sapiens, venu de nulle part au premier abord, et qui en moins de 5 000 ans va non seulement surclasser Néandertal,
mais provoqué d'une certaine manière sa chute. La sélection naturelle selon Darwin. Comment peut-on expliquer cela? Comment est-ce possible? Donc, il faut évidemment se pencher sur l'histoire de Sapiens et l'histoire bien sûr de Néandertal. Et là, nous entrons quand même dans différents sujets. Alors, je ne vais pas aborder tous les détails, c'est très long, c'est très indigeste. Enfin, c'est très indigeste. Quand on lit le bouquin, c'est passionnant, mais vous le présentez, je dirais là, ça va être extrêmement soporifique. Donc, je ne vais pas essayer de vous endormir. Hein. Je ne suis pas le marchand de sable et nounours, hein, donc je vais essayer de faire le plus short possible, le plus court possible, mais vous donner quand même des informations très précises. D'abord, on sait, depuis quelque temps, je dirais, qu'il y a quand même un problème dans la lignée des hominidés, des humains, quant à la liaison entre le singe et l'homme. Et là, je ne parle pas encore de sapiens, hein, je parle des différentes espèces qui se sont succédées depuis les primates et jusqu'à présent, enfin, jusqu'à l'arrivée pratiquement de Néandertal. Beaucoup de gens pensent qu'en réalité, Néandertal et Sapiens, ces deux personnages, on les pense franchement liés dans l'histoire, dans la linéarité du temps, on les pense complètement liés, mais en fait ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas et on va d'abord le voir à travers déjà la lignée de Néandertal. Pourquoi? Parce que on arrive assez bien, à partir des primates, à remonter toute la lignée de Néandertal. Ensuite, on a un trou temporel où on n'arrive pas à faire la jonction entre Néandertal et Sapiens, c'est le fameux chaînon manquant. Puis ensuite, on a le déroulement de Sapiens. Alors, on va d'abord commencer par traiter de tout ce qui touche Néandertal. Et après, je vous expliquerai pourquoi moi je pense, mais c'est mon point de vue, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, hein, que en fait, Sapiens n'a rien à voir avec Néandertal. Et quand je le traite de cousin, c'est cousin méga éloigné. Et je vous donnerai des éléments probants qui prouvent que finalement, ils ne sont pas si cousins que ça, même s'il y a eu effectivement, visiblement, une forme de mixité, une forme de mélange, mais absolument pas probant quant à prouver que les deux espèces ont parfaitement été compatibles l'une avec l'autre de manière parfaite. Ainsi, par exemple, je reprends un extrait du bouquin, hein. Moi, je suis allé visiter donc un certain nombre de scientifiques, j'ai rencontré un certain nombre de personnes, et parmi eux, j'ai rencontré Paul Verdu. Alors, Paul Verdu, c'est qui? C'est un éco-anthropologue, qui est aussi ethnobiologiste, au Musée de l'Homme à Paris. Par principe, c'est quelqu'un de diplômé, de reconnu, la science officielle reconnaît ses travaux, c'est quelqu'un qui a pignon sur rue et écoute au niveau des magazines scientifiques, et pourtant, Paul Verdu nous dit ça. L'homme possède bel et bien des gènes en commun avec le chimpanzé. Mais il n'y a rien d'étonnant à cela. L'homme et le singe ont un ancêtre commun, vieux de 7 à 8 millions d'années, selon les connaissances actuelles, qui peuvent encore subir d'ailleurs une révision dans les années à venir. Hein. Et ce chiffre de 98% est à relativiser. Vous savez qu'on parle que les gènes du chimpanzé seraient similaires aux nôtres à 98%. Eh bien en fait non. Non, non, parce qu'il tient à le préciser lui. Ces ressemblances ne portent en fait que sur nos gènes codants, c'est-à-dire des gènes qui portent l'expression directe de protéines qui ne comptent que pour 1,5% de notre ADN. Le reste de celui-ci, dit ADN non codant, a un rôle beaucoup plus complexe. Il peut par exemple réguler l'activité de nos gènes, mais reste aussi pour une majeure partie des généticiens totalement inconnu. Nous n'avons donc en commun, pour résumer, avec le chimpanzé,
que 98%, oui, mais de 1,5% de notre ADN. On ne peut pas dire que franchement, il y ait une forte ressemblance à ce point. Et ce n'est pas la théorie de Darwin de 1859 qui a décidé tout bonnement de nous caler dans le règne animal qui va venir conforter cette théorie. Quand on regarde un peu plus loin dans les recherches que j'ai faites, on s'aperçoit bien sûr, et c'était la chose que je voulais vous montrer, elle est où je regarde 2 minutes, 30 secondes, c'est très difficile de tout voir, voilà. Regardez par exemple, au niveau de Néandertal, nous arrivons à remonter sur Néandertal depuis, par exemple, l'Amphiphithecus. Alors, l'Amphiphithecus, c'est il y a 38 millions d'années quand même. C'est un des premiers primates qui a amené Néandertal. Je ne vous fais pas l'article là-dessus, mais très rapidement, en remontant, on va retrouver un certain nombre d'autres descendants, si je puis dire, de Néandertal. Le Ramapithecus, bien sûr, là on est quelque part entre 13 et 8 millions d'années avant maintenant. On va retrouver évidemment Toumaï, c'est-à-dire environ 5 millions d'années. On retrouve évidemment le Paranthropus, là on est, je dirais, dans les premiers maillons qui ramènent à Habilis, Habilis, Erectus, Habilis, Ergaster, pardon, Erectus, et ensuite, en dernier lieu, évidemment, Néandertal. Alors, sachant que, une petite particularité au musée de l'homme, c'est que j'ai posé la question, moi, du fameux Homo erectus, et ils m'ont révélé que le crâne d'Homo erectus, il l'avait en fait recomposé à partir de 70 fragments distincts retrouvés dans des lieux différents. Alors je vous pose la question, moi, comment être absolument sûr que nous n'avons pas littéralement inventé un ancêtre à Néandertal qui n'existe pas en réalité? Comme dirait l'un de mes amis en plaisantant, je peux faire la même chose avec une boîte de Lego. C'est évident que si vous avez 70 fragments de crâne et que vous voulez les assembler, il va falloir les poncer, les tailler à la forme pour pouvoir reconstituer le crâne. Donc vous allez faire un visage, effectivement. Enfin, un crâne en tout cas, mais qui vous dit que si Erectus a existé, c'était exactement sa morphologie. Vous l'avez composé vous-même. Et c'est le musée de l'homme qui vous raconte ça. Et qui vous dit, mais bien sûr, ne vous inquiétez pas, c'est bien l'ancêtre à partir d'un assemblage de 70 morceaux provenant même pas du même lieu de sépulture. C'est quand même assez sidérant qu'on vous dise ça, et avec tout l'aplomb possible. Et on retrouve ça de partout. On voit bien les progressions des différents personnages de la chaîne de Néandertal. On voit un singe, et puis petit à petit, enfin, un pré-hominidé, même pas un singe. Il était déjà même plus tout à fait singe, il était déjà pratiquement hominidé. Donc, quand on dit descendre du singe, je dirais que là, on fait un peu une extrapolation, comment dirais-je, on élargit le spectre peut-être bien plus large que ne pourrait être le cas en réalité. Donc, c'est en fait un pré-hominidé, et puis il y a un développement comme ça qui nous amène jusqu'à Néandertal. La problématique de Sapiens, c'est que Sapiens, on n'arrive pas à remonter dans sa lignée au-delà de lui-même. On n'arrive pas à trouver, véritablement je parle, un ancêtre qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, être rapproché de Néandertal et dire, bon, à un moment donné, ils ont eu un ancêtre commun tous les deux. Cet ancêtre commun s'est séparé en deux branches, l'une est partie sur Néandertal et l'autre est partie sur Sapiens. Mais non, puisque comme je vous l'ai dit, ça ne pourrait pas être le cas au niveau ADN. S'ils avaient le même ancêtre commun à un moment donné sur la chaîne temporelle,
il est évident qu'au niveau génétique, il ne pourrait pas y avoir une telle différence au niveau ADN. Là, on est en train de parler d'un Homo sapiens, d'un Néandertal, les deux ayant moins, enfin, sapiens ayant moins d'1,5% de son ADN rattaché à ce qu'on pourrait appeler un singe, en tout cas un préhominidé. Et ce 1,5, on l'a récupéré comment? On l'a récupéré par la mixité avec Néandertal à un moment donné de l'histoire de Sapiens. Donc on peut imaginer que si on enlevait Néandertal, on n'aurait même pas ce 1,5% de notre ADN provenant d'un singe. Vous me suivez ou pas? J'espère. Parce que ça signifie une chose. Si Sapiens, on n'arrive pas à remonter dans le temps, très loin, le plus ancien vestige de Sapiens a 300 000 ans, à peu près. Et le pire, vous allez halluciner, c'est que, bien sûr, on a trouvé des Sapiens provenant de la branche, entre guillemets, africaine, mais on a retrouvé aussi des Sapiens en Europe de l'Est. Et plus proche de nous, des individus de type Homo sapiens sur le continent américain. Et dont on est absolument sûr qu'à cette époque-là, il n'y avait aucune migration, puisque le vestige Sapiens sapiens retrouvé en Amérique avait 70 000 ans d'âge. On sait que les migrations aux États-Unis n'ont pas commencé, enfin, les plus précoces, je dirais, c'est entre 15 et 18 000 ans. Et si on accepte la théorie des Homo sapiens provenant d'Europe, les fameuses flèches de Clovis, si on retrouve ces flèches, etc., allez, on va pousser. Il y a eu quelques errements préhistoriques, au mieux il y a 35 000 ans. Là, on est en train de parler d'un squelette de 70 000, 2 fois cet âge. Et pourtant, c'est bien un sapiens sapiens. Donc, la théorie de l'humain sapiens, je parle, il faut être très précis parce qu'il faut suivre, hein, issu d'Afrique, pas sûr du tout, mais alors vraiment pas sûr du tout. Néandertal, peut-être, pourquoi pas, dans la lignée de ses ancêtres. Mais rien sur Homo sapiens. Rien du tout. J'ai quelques éléments là-dessus. Je vais essayer de vous les chercher. Je vous demande quelques secondes de patience. J'ai quelques éléments. J'ai par exemple le fait que les premiers sapiens dont je vous parlais, les vestiges des premiers sapiens d'il y a plus de 300 000 ans, ont été retrouvés en fait dans le nord-ouest du Maroc en 2017. C'est en fait 5 squelettes fossiles. On a retrouvé avant, plus récemment donc, hein, des restes à Florisbad, en Afrique du Sud, donc la théorie africaine pourrait tenir d'une certaine manière. Là, on est dans les 260 000 ans, et on en a aussi en Éthiopie, à Homo Gibish, aux alentours des 195 000 ans, avant aujourd'hui, 100 ans, hein, before present. On arrive ensuite à un Néandertal qu'on croyait européen depuis 40 000 ans, mais on s'aperçoit qu'en réalité, les premières personnes à avoir quitté l'Afrique de type Néandertal ont commencé leur migration entre 177 000 et 194 000. D'ailleurs, un peu plus présent, je crois qu'on avait un chiffre annoncé de 180 000, un peu plus précis, sur ce qui concerne la migration d'Afrique vers l'Europe. On a donc toujours comment dirais-je, une branche humaine, les Néandertals, donc la filiation africaine pourrait tout à fait tenir sans aucun problème. Mais on n'a absolument aucune information là-dessus concernant Sapiens, puisque même si les restes de Sapiens qu'on a trouvés au nord-ouest du Maroc, les suivants ont été trouvés
à Mislia en Israël. C'est vraiment bord de mer, quoi, comme on dit. Hein. Et quand on regarde un peu plus dans le temps en arrière, on retrouve même des personnages, enfin des descendants, même d'ailleurs de Néandertal, comme le Graetopithecus, dont on a trouvé des vestiges dans, je crois en Bulgarie, et aussi en Grèce, dans ce qui était autrefois des présidents en Grèce, montre quand même que ces personnes, enfin ce Néandertal a vécu déjà longtemps en Europe, puisqu'ils sont en train de parler qu'il faut rattacher le Graetopithecus à une lignée de Néandertal, hein, dont les débuts sont entre 7,18 et 7,25 millions d'années, en Europe, hein, donc pas en Afrique. Il y a quand même, comme vous le voyez, énormément de, comment dirais-je, de flou là-dedans, de beaucoup trop flou pour qu'on puisse considérer que Sapiens et Néandertal fassent partie de la même famille. Et en fait, je voulais en venir à ça parce que quand on a regardé la domination de Sapiens sur Néandertal dans les fameuses 5000 dernières années qui ont effacé purement et simplement Néandertal, les paléontologues se sont quand même posé la question comment ces deux espèces, en se rencontrant, comment une a pu effacer l'autre en 5000 ans. C'est, à l'échelle géologique, c'est un battement de cils. En fait, ils ont d'abord cherché au départ la possibilité d'un conflit de territoire et d'un massacre divers ou variés en Europe, plus particulièrement, mais ils n'ont rien trouvé. Ils ont même trouvé pire, puisqu'il y a eu mixité avec Néandertal et Sapiens. Ils n'étaient pas forcément ennemis s'ils copulaient ensemble. De plus, ils ont retrouvé toute une série d'artefacts, d'objets créés par Néandertal, qui étaient en quelque sorte des copies d'objets conçus, eux, pensés par Sapiens. Donc on peut considérer qu'à un moment donné, Néandertal s'est placé en quelque sorte en mimétisme par rapport à Homo sapiens, et que c'est peut-être ce qui lui a permis de durer assez longtemps avant de totalement disparaître, tout simplement parce qu'il n'a pas su s'adapter notamment au changement climatique, aux contraintes en matière de nourriture, en matière d'eau, parce que évidemment l'Europe a vécu des moments très glaciaux et d'autres moments très doux, mais où les ressources ne ressurgissaient pas forcément à l'endroit d'où elles avaient disparu. Et ça, c'est quand même la preuve que ces deux espèces n'ont pas la même histoire, la même, comment dirais-je, le même aboutissement. En fait, Néandertal, et c'est mon point de vue, hein, Néandertal, c'est le véritable habitant de la planète Terre. Le Made in Gaia, comme on dit. Celui qui est né là, mais Néandertal et toute sa lignée s'entend. Hein. Et Sapiens, c'est tout sauf son cousin. Alors pourquoi? Mais d'abord, premier point. Néandertal a réagi comme tous les autres êtres vivants de la Terre. Et il a une particularité qui a été expérimentée par un très grand laboratoire génétique. Un très grand généticien a fait des recherches sur les gènes de tous les êtres humains sur Terre, enfin tous les êtres vivants sur Terre, je dirais de la baleine à l'homme, hein, les arbres, les insectes, les oiseaux, enfin absolument tout est passé par son labo, et il a réussi à déterminer une chose absolument stupéfiante, c'est qu'une immense majorité dispose d'un chromosome particulier à l'intérieur du gène
à l'intérieur de leur échelle ADN, qu'il a baptisé le chromosome Gaïa, en quelque sorte une signature Madinter. Ce qui l'a surpris, c'est que quand il a fait l'analyse sur Sapiens, donc sur nous, ce chromosome, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas du tout, même pas à l'état de vestige, rien. Et nous ne sommes pas les seuls. Il a découvert qu'un certain nombre d'arbres, de plantes sur cette terre, ne possédaient pas non plus cet ADN végétal Madinter, Gaïa. Il s'est rendu compte que ces plantes n'avaient pas de descendants. Je traduis. Jusqu'à il y a 650 000 ans, la Terre n'avait pas du tout l'atmosphère qu'on lui connaît, ni les plantes qu'on lui connaît. Et on peut estimer qu'il y a de très fortes chances que les dinosaures ne respiraient pas le même air que nous. La température d'ailleurs n'était même pas la même sur le sol. C'était une planète beaucoup plus chaude que la planète que nous connaissons aujourd'hui. Toute une série d'espèces préhistoriques ont disparu, sont, avec les différents changements climatiques, mais pas seulement, géologiques, etc. Vous savez qu'il y a eu plusieurs ères, je ne vais pas vous parler du Jurassique et compagnie, mais enfin, vous avez compris le message. Il y a ces 150 000 ans, toute une série de plantes ont disparu, et toute une série de plantes sont apparues. Les premières avaient l'ADN Gaïa, le gène Gaïa, le chromosome Gaïa. Les nouvelles, pas du tout. Encore une fois, si ça n'est pas né sur Terre, c'est né où? Si Sapiens n'a pas le gène Gaïa, alors il n'a pas pu être conçu sur Terre. Vous imaginez 30 secondes les conséquences et les possibilités de ce que je suis en train de vous dire. Je me suis mis donc à analyser un petit peu la biodiversité. Et j'ai déduit des choses très intéressantes, et je vais vous les donner. Je me suis rendu compte à un moment donné que notre cher Sapiens, donc nous-mêmes, avions un comportement tout à fait particulier, que les autres espèces n'ont pas. Juste le temps de mettre la main sur ce texte, parce que je préfère le dire que le faire maladroitement. Voilà ce que j'en ai déduit. C'est le seul animal qui crée son abri avec des matériaux composés et de manière complexe, contrairement à tous les animaux de cette planète qui utilisent, pour leur part, les moyens que leur offre leur environnement. Observez, analysez, regardez bien. Sans chercher à se constituer un abri véritablement artificiel, et où l'espace est pensé en fonction des usages. C'est-à-dire en fait que quand on se crée un abri, on ne se contente pas de se mettre un toit sur la tête, on ordonne l'espace sous ce toit. On est les seuls à le faire sur toute la Terre. L'espace pour dormir, pour manger, pour stocker sa nourriture, etc. On est les seuls qui adaptons notre espace de vie au lieu de s'adapter à lui. On crée des moyens artificiels pour accroître nos performances. On exploite les réserves naturelles, non par opportunisme, comme le font je dirais, les animaux en général. Je tombe sur quelque chose, je prends, voilà, j'ai trouvé, je ne vais pas forcément repasser par là, parce qu'il y en a d'autres, peut-être, mais pas sûr. Nous, c'est à tous les coups, parce que nous faisons ça de manière rationnelle, calculée. Ça n'a rien d'instinctif. De plus, on est le seul animal, si on veut bien se qualifier selon la théorie darwinienne, qui est capable de tuer son semblable, ou tout autre être vivant d'ailleurs, même végétal, autrement que par besoin, par nécessité. Et pour finir, ce n'est pas le moindre des détails, de tous les êtres peuplant cette terre, de tous, on est le seul à n'avoir aucun prédateur sérieux pour juguler
notre invasion planétaire, celle que nous faisons, que nous avons fait et que nous ferons si personne ne nous arrête. Et pourquoi? Pourquoi nous sommes seuls au sommet de la chaîne alimentaire? Et tout simplement, comme si rien dans celle-ci n'avait été prévu à l'origine pour contenir notre développement. Parce que peut-être Gaïa n'avait pas inclus dans son programme, si on peut imaginer que la planète soit en quelque sorte vivante, intelligente, elle nous a vu arriver sur elle comme nous, un virus sur nous. On fait avec, mais on est incapable de le contrôler. C'est ce qui se passe pour la Terre par rapport à Sapiens. Et face évidemment à une évolution aussi radicalement différente, il faut bien se dire que c'est pas possible que Sapiens et Néandertal, c'est la même chose. On vient de le voir. Moins performant, il subit la sélection naturelle, il disparaît. Tous les individus, en remontant depuis Néandertal jusqu'à son premier préhominidé, on peut suivre l'évolution de la lignée, en quelque sorte, son développement. Quand vous regardez Sapiens, vous pouvez remonter jusqu'à 300 000 ans derrière. Il est pareil que nous aujourd'hui. Il n'a pas pris un défaut. Il n'est pas plus petit, plus grand, plus lourd, plus machin. Il n'a pas une boîte crânienne différente. Il a des disproportions comme nous, les gros, les gras, les petits, les maigres. Mais dans l'ensemble corporel, dans sa structure squelette, il est totalement identique. Il n'y a pas de progression visible. Comme si notre corps était au pire abouti, plutôt au mieux abouti, au pire en train de l'être, c'est-à-dire très en avance par rapport à Néandertal. Et tout ça m'a posé un certain nombre de problèmes, puisque évidemment, quand on regarde les deux individus et qu'on commence à extraire de chacun d'eux leur spécificité, plus on extrait, et moins on trouve le moyen de les lier, comme si en fait ils avaient évolué l'un parallèlement à l'autre. Et c'est très intéressant parce que je n'avais absolument aucune réponse à cette question. Et j'étais comme tous les scientifiques en train de me dire, putain, ça ne va pas être gagné pour trouver le chaînon manquant. Oui, mais voilà, il ne peut pas y avoir de chaînon manquant. Parce qu'il est arrivé quelque chose qui m'est tombé sur le coin de la gueule en 2005, et là, j'ai carrément halluciné. Vous le savez tous d'ailleurs. J'ai récupéré les carnets du major explorateur Andrew Wesley. Et quand je les ai traduits, je pense que je vous l'ai dit dans une des émissions que j'ai faites, j'ai dû le dire d'ailleurs plusieurs fois, mon traducteur, qui était très psychorigide, en a perdu la raison, mais alors au sens réel du terme, puisque à l'heure d'aujourd'hui, il est hospitalisé. Tout son univers, enfin le monde d'aujourd'hui, a volé en éclats, parce que comme les carnets avaient été vérifiés, radiodatés, etc., et donc authentifiés comme vrais, donc tout ce qu'ils contenaient, en principe, pouvait être quelque chose de tout à fait véritable. Et vous savez très bien que l'expédition Back to Agartha a deux grandes fonctions, mais la première de toutes, l'essentiel de toutes, est-ce que tout ce que le major raconte dans ses carnets, décrit dans ses carnets, avec une précision diabolique, qu'on se dit c'est impossible que ça soit lui qui a inventé ça. La majeure partie des choses qu'il nous révèle était hors d'atteinte de son intellect, et même de l'intellect de la planète entière, par rapport à l'époque à laquelle il vivait. Donc, il y a de fortes chances que ça soit vrai. Sauf que, quand vous extrayez un certain nombre de données des carnets de Wesley, les éléments étant inscrits dans ce bouquin, vous hallucinez tout simplement. Alors, vous savez,
et c'est une réputation que j'ai depuis longtemps, que je suis très rationnel, très cartésien, que je n'ai pas l'habitude de m'emballer pour des fariboles, que je peux être, comment dirais-je, plein d'empathie quand on parle de fables et de contes et de mythes et de légendes, et que je m'y intéresse quand même, et que je trouve ça très passionnant. Hein. Comme tout le monde, j'ai apprécié le Seigneur des Anneaux, tout en sachant que c'est purement et simplement une fantaisie. Mais là, on est en train de parler de carnet d'un explorateur qui ramène des informations surprenantes et choquantes, renversantes. Et pour quelqu'un qui est comme moi, qui, ma foi, jusqu'à très récemment, ne regardait le phénomène ovni qu'avec un rictus un tantinet moqueur, depuis que j'en ai vu un d'ovni, je suis quand même, comment dirais-je, comme saint Thomas, je suis revenu un peu sur terre, et je me suis dit, et merde, mais ça existe vraiment cette affaire. Et du coup, mais les indications de Wesley ont pris une autre saveur, une autre importance à mes yeux. Et je me suis alors souvenu de toutes ces données, et je les ai mis très rapidement, comment dirais-je, je vais poursuivre, et là, la chose qui est très intéressante pour vous, celle que je voulais vous mettre en place, c'est ce que j'ai retrouvé à l'intérieur de ces fameux carnets. Je récupère tout ça. Alors, je vais peut-être voir, enfin, j'espère que tout va bien. Voilà. Donc, je vais repartir là-dessus. Alors, justement, comme je le disais, jusqu'en 2005, moi, je ne savais même pas qui était Andrew Wesley. Hein. Et donc, quand j'ai récupéré ces carnets, évidemment, je les ai fait tester pour vérifier leur authenticité, puis ensuite, je les ai traduits. Ça nous a mis un certain temps, plus de 8 mois, pour les traduire. Mais surtout, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est ce que Wesley décrit en parlant des Agarthians. Il décrit d'abord les Agarthians comme des êtres qui sont arrivés sur Terre, difficile à expliquer, à comprendre, mais arrivés sur Terre il y a environ 650 000 ans. Mais, attendez, ils n'étaient pas très loin il y a ces 150 000 ans. Ils occupaient d'autres planètes de notre propre système solaire. Alors tout ça, c'est raconté dans la trilogie de Shambhala, mais ces carnets sont quand même des carnets écrits en 1925 par un gars qui est à l'origine un militaire, certes érudit sur les textes sacrés et secrets anciens, parce qu'il en avait fait la démarche dès 1914, mais il a ramené une série d'informations tellement importantes qu'on ne peut pas imaginer que c'est lui qui les a inventées. Et surtout, il a ramené dans son carnet des reproductions de textes non traduits, donc il restait à traduire, et qui en étant traduits ont donné les résultats aussi surprenants qu'incroyables qu'on pouvait imaginer en les traduisant. Quand on voit la date de 650 000 ans, on se dit directement, dis donc, tu n'as pas parlé tout à l'heure de l'histoire des plantes là? Ben oui, de suite le rapprochement est fait. Quand vous avez des paléogéologues, des paléobotanistes, qui vous disent il y a 650 000 ans, il y a eu une fracture sur cette planète, la planète a vu naître des espèces dont on ne trouve pas ni de descendants, ni de sous-évolution, et que tout d'un coup, cela a changé l'atmosphère de la Terre et en général son fonctionnement général, littéralement en la terraformant, on ne peut pas appeler ça autrement, il y a 650 000 ans, et que vous avez dans les carnets d'un gars des années 25, une histoire qui est racontée par ce gars, qu'il aurait lui-même extrait d'une salle immense, plus d'1 kilomètre de diamètre sur plus de 500 mètres de haut, dans laquelle seraient réunies toutes les archives de la première des civilisations qui ait jamais existé sur Terre, l'Agartha, vous hallucinez, il n'y a pas d'autre terme. Et il vous tient mordicus que tout ça, c'est
la vérité vraie, hein, qu'il ne fait que rapporter. Alors je vais vous donner les éléments généraux de ce qui ressort des carnets et que moi j'ai rassemblé dans ce bouquin. Alors je préviens d'avance, je sens qu'il y en a qui vont faire des bons mais hallucinatoires quand vous allez entendre qu'en réalité, Sapiens n'est pas à 100% issu de cette planète et que ce défaut est visible dans son ADN puisqu'il n'a pas le chromosome Gaïa. Et pourquoi? Pourquoi Sapiens est différent de Néandertal, d'Habilis, d'Erectus, d'Ergaster? Je vais vous le dire. Vous êtes prêts? Accrochez-vous à votre siège. La première constatation qui est faite. Il semble tout d'abord que nous ne soyons pas d'origine terrestre. Je sais d'emblée ça choque, et je n'ai pas fini d'entendre des railleries des incultes qui n'ont que cela comme argument d'ailleurs. Il est vrai que divers scientifiques ont rédigé des articles en ce sens, depuis de nombreuses années, probablement de l'intuition quand même. On nous l'avait même suggéré maintes et maintes fois, en nous disant que, parvenus sur Terre en tant que poussière de météorites ou de comètes, nous étions à l'origine de la poussière d'étoiles. Mais là, c'est un premier choc difficile à digérer. En fait, la Terre ne serait pas notre patrie. Pas du tout. Et on n'est pas arrivé sous l'état de chromosomes, de microbes. On est visiblement arrivé il y a 650 000 ans, avec un engin parfaitement démentiel, décrit dans les carnets de Wesley, de 19 km de long, sur 8800 mètres de haut, un engin capable de contenir 10 croiseurs de l'Empire galactique de Star Wars. Évidemment, nous ne sommes pas arrivés en conquérant, mais en naufragés. Et nous nous sommes joyeusement écrasés quelque part dans l'Himalaya. Alors ça peut être un joli conte. Ça peut être un joli conte. Sauf que ce joli conte tombe au moment où sur Terre, il se passe des changements majeurs à la même époque. Où il existe un être qui habite cet engin et qui maintenant devient un naufragé sur notre planète, et là on est en train de parler des Agarthians. Et dans les descriptions entre les Agarthians et les êtres normaux qui habitent, les primates, qui habitent déjà à cette époque, les primates et toute la chaîne de Néandertal qui habitent à cette époque, déjà on est en train de parler de 650 000 ans avant aujourd'hui quand même, hein. En fait, eux se classent comme humaniens et décrivent l'espèce voisine, cousine, très éloignée alors, hein, mais cousine, comme humaine. Peut-être que pour eux le sens humain, humanien, voulait dire de même essence hominidée, de l'espèce des hominidés. C'est possible. On nous parle donc de ce gigantesque naufrage sur Terre, puis ensuite, on ne nous présente pas dans ces textes rapportés par l'explorateur d'hommes primitifs, hein, mais bien de personnes victimes d'un horrible accident, un crash en fait, celui de leur vaisseau spatial. Alors vous imaginez 30 secondes pour moi prendre ça dans la gueule, alors qu'en 2005, plus sceptique sur les ovnis que moi, tu meurs. La claque, elle est terrible, il faut l'ingérer. Et bien sûr, je pourrais dire, mais tout ça c'est faux, et relever ça d'un revers de manche et d'envoyer les carnets à la poubelle directe. Mais comme j'avais peur de m'être fait avoir lorsque je les ai acquis, je les ai vérifiés. Et nom de Dieu, c'était pas une bonne nouvelle pour moi. L'encre était bien l'encre de Chine fabriquée dans l'Empire britannique dans les années 20. Le parchemin des carnets était un parchemin qui était fabriqué uniquement en Angleterre et en Inde, et il ne se fabriquait pas comme notre parchemin français. Donc c'était bien du parchemin, la fibre était bien, j'allais dire, de méthode britannique. Il y avait même du sang, le sang du Major, en l'occurrence. C'était pas du sang de poulet, c'était bien du sang humain.
Et le généticien dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a fait toutes les recherches sur l'ADN des êtres vivants de cette terre, a analysé ce sang. Et il m'a dit deux choses. Non seulement je suis en mesure de déterminer pratiquement la nature de ce sang, je dirais presque son rhésus, mais je peux te dire qu'il y a assez d'ADN humain pour éventuellement recloner ton major. C'est vrai que presque toutes les 100 dernières pages du 6e carnet ont été écrites avec du sang et pas avec de l'encre, et le major s'en explique, puisqu'il était tombé en rate d'encre au beau milieu de l'Himalaya et qu'il avait tellement peur que tout ce qu'il vivait et qu'il voulait transmettre se perde, qu'il se faisait littéralement des ponctions sur lui-même pour avoir un liquide coloré et chaud surtout, liquide, vu le froid qui régnait pendant son voyage de retour. Partant de là, c'était quand même difficile de dire ben, tout le reste c'est bidon quoi. Mais c'est quand même énorme. Ceci dit, deux choses sont très importantes dans les carnets de Wesley. Ces deux réflexions qu'il a. L'une, il l'a dans le 4e carnet, je crois, où il dit cette phrase énorme. Quel étrange paradoxe qu'une société, une civilisation, ayant 600 000 ans d'âge, ait 700 siècles d'avance sur la nôtre. Et il faisait ce constat au vu et au su de ce qu'il découvrait sur place là-bas pendant qu'il explorait cette vallée et la cité de Shambhala. Une autre de ses réflexions, qui est dans le 6e carnet, dans lequel il dit « Nous avons passé des siècles à chercher, à prouver la pluralité de mondes habités, donc l'existence de vie exogène, extraterrestre. Quand je pense que pour les découvrir, ces vies extraterrestres, il suffit de prendre un miroir. Et là, il parle de lui, donc de nous. Et tout d'un coup, un autre choc pour moi, les Agarthians, c'est pas les autres. Les Agarthians, c'est nous. C'est nos ancêtres. Et si c'est nos ancêtres, c'est les ancêtres de Sapiens. Effectivement, 300 000 ans de vestiges, on n'a pas bougé d'un iota. On arrive face à une espèce en évolution, mais relativement identique à nous quand même sur bien des points. On l'écrase, même sans le vouloir, de notre simple supériorité. Étonnant. On nous explique alors, par une profusion de textes et de détails, textes dont on retrouve des bribes d'ailleurs partout dans le monde, l'incroyable avance technologique, philosophale, médicale de ce peuple, et de toute la terraformation que celui-ci a engagée sur toute la planète, dès son arrivée, pour qu'elle puisse nous permettre de survivre à son climat et au sein de son atmosphère, pas exactement identique à celle de nos origines. On nous relate une histoire inimaginable dans ce carnet qui rappelle, dans de nombreux points, ce que l'on retrouve dans toutes les religions. De l'errance dans le désert de la Bible, à la dispersion des tribus d'Israël dans la Torah, en passant par l'annonce d'un guide pour nous rassembler le moment venu, je veux parler du Coran, et à l'affrontement inéluctable entre bons et méchants, et là je rentre dans le Kalachakra tibétain. On nous parle enfin de diaspora, en vue de peupler l'ensemble du globe. L'exode du royaume qui aurait donc commencé non en Afrique mais en Asie. Et de la rencontre inattendue avec une autre espèce humaine, bien sûr, les ascendants de Néandertal, puis lui-même. On découvre des choses incroyables. On nous parle d'étranges expériences faites par une partie des chercheurs de cette époque, qu'ils baptisent les rishis, et d'une scission sévère au sein de notre peuple, le peuple des Agarthians, donc le nôtre, par la voie de la lignée, le départ d'une partie de notre population
chassés du royaume d'Éden et de la naissance d'êtres hybrides nés d'une génétique déviante mêlant humain et humanien. C'est pas ce que l'on retrouve dans les textes sumériens. Et l'histoire se poursuit, avec par exemple une fragilisation de notre état physique, vu l'expérience génétique, qui nous rend désormais perméables aux virus et bactéries terrestres, un abaissement progressif, puis une perte de savoir, ainsi que la perte de nos facultés psychiques et même physiques, qui subirent une sorte d'involution. Nous serions en fait le produit d'une expérience OGM. Nous sommes directement responsables de la disparition de l'espèce née sur cette planète. Néandertal, c'était le proprio. Nous, on est des squatteurs, mes enfants. On est des squatteurs, et comme on est différent, qu'on ne vient même pas de cette planète, il se trouve qu'en réalité, on n'arrivera jamais à trouver de chaînon manquant, ni de lien. Il ne peut pas y avoir de chaînon manquant, même s'il y a une mixité entre Néandertal et Sapiens. Sapiens était lui-même une mixité entre un ascendant de Néandertal et un humanien. Il est impossible de trouver de chaînon pour relier. Non seulement dans le tronc de Néandertal, ça sera impossible puisque Sapiens est une transformation d'un néandertalien, une amélioration, dirons-nous, et que cette amélioration est elle-même une expérience mêlant un ascendant néandertal avec un humanien agartien. Et à d'un point tellement faible finalement, que seuls 2% de l'espèce Gaïa est présente dans nos gènes, les 98% de similarité ne représentant en fait qu'1,5% de notre ADN codant, comme je vous l'ai dit en début de cette émission. On est très 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 loin d'imaginer qu'en réalité nous n'avons absolument rien à voir avec cette planète.